Bonjour à tous et bienvenue dans les conversations francs-tireurs. Aujourd'hui, je reçois Christine Ledoharé. Elle publie un livre, La Fracture, aux éditions Double Ponctuation. Nous allons parler de féminisme et du mouvement LGBT qui, selon elle, sont en danger. Elle va nous expliquer à travers son histoire le problème universel que peuvent avoir ces différents mouvements. A tout de suite. Bonjour Christine Ledoharé. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. On est dans les conversations francs-tireurs. On va discuter ensemble du livre qui vient de paraître, que vous avez écrit, qui s'appelle Fracture. Vous parlez du féminisme et du mouvement LGBT. Vous les estimez en danger. On va essayer de comprendre pourquoi. C'est un livre important parce qu'on est vraiment dans un sujet très très actuel autour de nos identités, qui peuvent être multiples et complexes. Alors d'abord, vous êtes militante de la cause des femmes. Vous avez été évidemment militante très très fervente pour les droits des LGBT et aujourd'hui vous êtes porte-parole des Vigilantes. Alors qu'est-ce que les Vigilantes? Les Vigilantes, c'est un réseau de féministes, universalistes et laïques. Très bien, alors là vraiment pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment dans le sujet. Quand vous avez démarré dans le militantisme, vous démarrez le livre avec cette histoire, vous vivez une déception amoureuse, un chagrin d'amour et vous partez à Londres. Oui. Alors qu'est-ce qui vous apprend le militantisme? C'est grâce à cette déception amoureuse ou c'est Londres qui vous apporte des éléments sur le militantisme? Est-ce que ça s'apprend le militantisme? C'est un peu les deux. Moi, je suis née dans une famille dans laquelle ma mère était militante politique, donc on va dire que j'ai été baignée dans la politique depuis mon enfance. Ensuite, j'ai rencontré le mouvement des femmes, mais très brièvement à Nantes. Et puis, suite à ce chagrin d'amour, ma première histoire d'amour, en fait, je suis partie vivre à Londres, où j'ai un peu tout découvert. Et j'ai rencontré des femmes qui militaient dans le mouvement des femmes, dans la Maison des femmes de Londres. Et je suis tombée, on va dire, dans le militantisme féministe complètement cette fois-ci. Et quand je suis rentrée à Paris, quelques années après, j'ai rejoint la Maison des femmes de Paris et un groupe lesbien aussi d'ailleurs à l'époque qui s'appelait Le Miel. Ah, très bien. C'est vrai que là vous avez donc appris la ferveur du militantisme à l'anglaise. Ici vous avez découvert une autre forme de militantisme. C'est un mouvement social, c'est une solidarité. Le féminisme, c'est quelque chose vraiment qui vous tient fortement à cœur et on comprend bien pourquoi. Et qu'est-ce que veut dire pour vous aujourd'hui le féminisme universel par rapport au féminisme inclusif? Il y a différents militantismes. Alors, oui, voilà. En fait, je pense qu'aujourd'hui, la question est mal posée. Pour moi, le féminisme universaliste a toujours été inclusif, dans le sens où, lorsqu'on mettait les pieds dans une maison des femmes, où qu'elle soit, il y avait des groupes qui s'intéressaient à des minorités, on peut les qualifier comme ça. Par exemple, il y avait des femmes qui luttaient contre l'excision, il y avait des femmes étrangères, il y avait énormément de solidarité avec les féministes des pays du Maghreb, notamment en Égypte et ailleurs. Donc le féminisme universaliste, pour moi, a toujours été inclusif. La problématique aujourd'hui est qu'on veut diviser le corps social jusqu'à plus soif. Et en fait, on met en avant ce qui nous divise au lieu d'essayer de se rassembler tout en tenant compte des spécificités. Donc il y a une version du féminisme. Il y en a toujours eu plusieurs. Voilà, il y a plusieurs versions du féminisme. Donc c'est assez ouvert et on peut arriver à trouver son endroit pour militer en fonction de nos complexités, de nos nuances. Absolument, ça n'a jamais été un problème. Le problème aujourd'hui, c'est l'identitarisme, c'est tout ce qui nous vient, tout ce qui s'est passé après, on va dire que les mouvements indigénistes et autres ont mis sur le devant de la scène le fait que les féministes universalistes étaient blanches et que nos préoccupations étaient des préoccupations de bourgeoises exclusivement, etc. D'ailleurs, en 2002, vous quittez SOS Homophobie parce que vous vous rendez compte aussi qu'il y a ces premiers clivages. Est-ce que c'est vraiment à cet endroit-là, de cette période, que vous avez senti ces clivages, ces concurrences? Alors, non, pas encore. Lorsque je quitte SOS Homophobie, en fait, je suis approchée par des gens qui organisent la conférence de Liga Europe, donc au plan international à Paris, et puis ensuite le CGL
le centre gay et lesbien qui est rue Keller a énormément de difficultés à l'époque et cherche un peu des compétences pour essayer de recouvrer une situation financière catastrophique, des problèmes à n'en plus finir. Et donc là, je m'engage à nouveau dans la présidence du CGL, qui deviendra le centre LGBT Paris Île-de-France, rue Beaubourg, un petit peu plus tard. Et c'est seulement, on va dire, aux alentours des années 2010, 2009-2010, où je commence à sentir que les tendances qui se font jour au sein de groupes comme ACT UP et autres, on va dire très marquées par un engagement à l'extrême gauche, influencent le mouvement LGBT et qu'il y a des tensions qui se créent, il y a des difficultés à s'exprimer, etc. C'est un peu plus tard. C'est pas lorsque je quitte SOS Homophobie, c'est plutôt on va dire 2 ans avant la fin de mon mandat au centre LGBT Paris Île-de-France. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous socialement pour qu'on puisse d'un coup ressentir à ce point ces clivages et ce féminisme identitaire? Alors, les deux mouvements, le mouvement féministe d'une part et le mouvement LGBT d'autre part, ont été l'un comme l'autre irrigués par ces tendances quand même très à gauche, on va dire. Et c'est à partir de ces années-là, des années, on va dire 2008, 9, 10, que toutes les valeurs qui étaient portées au sein de l'extrême gauche ont fini par prendre le dessus. Et par exemple, au sein du mouvement LGBT, ACT UP a toujours eu une image un petit peu idéalisée. Il faut comprendre qu'ACT UP est né au moment où les gens mouraient du sida et a dû muscler un petit peu ses interventions. Et ce côté un petit peu flamboyant a beaucoup, et c'est normal, influencé les gens qui étaient engagés dans les luttes pour les droits LGBT. Seulement le problème, c'est qu'à un moment donné, au sein d'ACT UP, ils se sont radicalisés. Et radicalisés, on va dire, à l'extrême. Et que c'est devenu compliqué parce qu'ils se sont joints à toutes les luttes sociales, d'autant plus que les questions sida étaient enfin prises en compte par les institutions, par le gouvernement, etc., qui commençaient petit à petit à prendre en charge les problèmes. Et donc, ACT UP s'est un petit peu étendu et a élargi son champ d'intervention, d'action, voilà, et s'est rapproché de groupes comme par exemple le PIR, le Parti des indigènes de la République et autres. Et donc à partir de ce moment-là, ça a été compliqué d'avoir un dialogue et d'essayer d'avancer ensemble. Eux se sont nettement coupés de tout ce qui était un petit peu, on va dire, fondamental dans nos luttes. Oui, il n'y avait plus d'universel. Voilà. Il y avait des niches. Voilà. Pour défendre chacun sa voilà, passerelle. Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est là où vous dites que c'est un danger, parce que ça perdure dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes quand même quelques années après. Et selon vous, ça ne fait que s'amplifier? Ça n'a fait que s'aggraver. Parce que par exemple, pour parler d'ACT UP, mais tout le mouvement LGBT est un petit peu à la traîne. Donc, et c'est un peu ce que je lui reproche d'ailleurs, c'est de ne pas faire le point et de ne pas essayer de revenir aux fondamentaux. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, j'espère que ce livre, justement, pourra initier un dialogue. Voilà. Oui, complètement, parce que vous dites très clairement ce que vous en pensez. D'ailleurs, est-ce que c'est assez inédit? Est-ce que vous êtes nombreux à prendre la parole de cette façon-là? Parce que c'est assez difficile de pouvoir se faire entendre quand il y a des invectives. Quand on est ostracisé ou quand une parole n'est pas entendue. Ça a été difficile pour vous d'écrire ce livre, de pouvoir dire tout ce que vous ressentiez et de raconter votre histoire à travers votre prisme universel? Alors, disons que ce livre, j'aurais déjà dû l'écrire il y a quelques années, puisque j'ai arrêté de militer dans le mouvement LGBT en 2012. C'est vrai que c'était difficile de me replonger, notamment dans les dernières années, puisqu'il y a eu une grande violence quand même qui s'est exercée. J'ai quand même fini mon mandat sous protection policière. Vous le dites très bien. Non pas menacée par l'extrême droite, ce que j'aurais pu comprendre, mais plus par l'extrême gauche et par les personnes très radicalisées au sein du mouvement LGBT. Ce qui est quand même un paradoxe inouï quand on y pense sérieusement. Après, difficile, j'ai repoussé. J'ai repoussé d'année en année, et puis pendant le confinement, vous n'avez pas le choix. J'ai pas eu le choix. Je me suis dit, là vraiment, je peux plus reculer. Voilà, c'est maintenant où j'en ai. Donc j'y vais. Donc j'ai fait, mais je savais que ce ne serait pas forcément simple. Mais j'espère qu'il y aura un dialogue qui va s'engager derrière.
C'est vital, parce qu'on le sent aujourd'hui dans la société. Tous les acquis qu'on a pu avoir, les droits, les libertés, aujourd'hui, il y a des gens qui, avec tout ce qui nous vient des États-Unis, la woke et la cancel culture notamment, se disent les LGBT, le mouvement queer, etc., il est quand même bien porteur de tout ça, et on commence à en avoir un peu marre. Et moi, je sens un petit peu de la part des gens qui étaient plutôt alliés, plutôt proches, des gens qui commencent à dire ils commencent bien à nous casser les pieds. Donc, je ne voudrais pas que l'homophobie regagne du terrain, quoi. Ça serait quand même terrible. Oui, je comprends très bien. Le féminisme identitaire renforce-t-il le patriarcat? En tout cas, on peut considérer qu'il le renforce. En tout cas, il n'aide pas les féministes à avancer puisqu'il nous divise. Pour moi, l'universalisme consiste d'abord à dire les femmes du monde entier subissent des discriminations et des violences communes. Nous avons toutes les femmes subissent des violences sexuelles, des différences de salaire à compétences et diplômes égaux, etc. C'est indéniable. Il y a encore des violences conjugales, je ne vais pas les nommer, ça serait beaucoup trop long. Mais ça, les femmes du monde entier partagent ces problématiques-là. En plus, il y a des femmes dans certaines régions du monde qui en subissent d'autres. Comme j'ai déjà parlé de l'excision, le mariage forcé, le mariage précoce, etc. Le port du voile obligatoire où vous êtes enfermé, persécuté, etc. Le fait d'être considéré comme des mineurs, de ne pas avoir d'autonomie. Moi, je considère que nous avons un corpus commun de discrimination et de violence qui doit nous réunir et qu'ensuite, il est tout à fait possible de s'engager et tout ensemble et individuellement et par groupe spécifique dans tous les combats qui sont propres à des femmes qui vivent dans des régions ou dans des cultures différentes. Et quand on essaye de nous diviser en disant non, ce corpus-là qui est énorme ne concerne que des féministes blanches et bourgeoises, c'est absurde. C'est absurde et ça profite à qui ? Au patriarcat. Voilà, c'est pour ça, c'était pour dérouler un peu une pensée, parce que c'est tout à fait de bon sens. Oui, en plus ça coule de source, donc j'ai du mal à comprendre ces faux débats pour moi. Oui, tout à fait. Les néo-féministes, vous en parlez aussi évidemment dans le livre, vous indiquez que c'est des regroupements fragiles, que c'est des alliances fragiles, et vous prenez l'exemple de Mila justement, parce qu'à choisir son camp, on laisse parfois sur la route la défense de personnes comme Mila qui doivent être défendues. Absolument. Je vais vous entendre là-dessus. Absolument. Par exemple, Nous Toutes, pour ne parler que de Nous Toutes, qui est un peu on va dire, pas une copie, mais c'est à la suite de ce qui s'est passé aux États-Unis, la grosse mobilisation, que Nous Toutes a émergé en France. Moi, je n'ai rien contre Nous Toutes, dans le sens où ça a redonné vie un peu au féminisme qui était un peu en perte de vitesse, il faut bien le dire. Mais quand on en arrive à faire des alliances improbables avec des femmes qui, pour moi, ne défendent pas les droits des femmes quand elles défendent la prostitution, par exemple, ou d'autres thématiques, ou quand elles nous divisent en faisant partie, par exemple, de groupes qui créent les Yabon Awards, qui donnent un prix horrible contre Caroline Fourest, qui est une féministe universaliste, par exemple. Quand on procède à ce type d'alliance pour faire du chiffre, c'est vraiment une vision à court terme. Et c'est dangereux parce qu'on ne dit pas clairement ce qui pose problème au sein du mouvement des femmes et ce qui nous perd et ce qui nous divise et ce qui fait que aujourd'hui, il n'y a rien qui soit très compréhensible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en arrive à voir dans les manifestations des slogans où il n'y a pas derrière une analyse politique, où il y a une espèce d'émotion qui n'est pas gérée, qui est compréhensible. L'émotion est saine, c'est normal de voir des jeunes femmes complètement révoltées par ce qui peut se passer, les violences qu'elles subissent et autres. C'est tout à fait normal. Après, je pense qu'il y a des professionnels de la politique qui suivent d'autres objectifs. Voilà, et qui jouent de cette émotion au lieu d'en faire quelque chose de théorisé, de politique, qui peut faire avancer tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je parle d'alliances qui peuvent être problématiques à long terme. Oui, tout à fait. Faire du chiffre pour faire du chiffre, en soi, ça ne présente pas tellement d'intérêt. Oui, c'est une vision marketing un peu. Voilà, exactement. Et on sait bien que ça peut profiter à certaines qui font carrière. Voilà. C'est
une façon d'exister commercialement. Bien sûr. Presque, oui. Voilà, tout à fait. Donc, en effet, il y a eu cette affaire autour du Conseil européen. Vous parliez du voile tout à l'heure, de voile qui serait une liberté. On peut le vivre comme une liberté. Quel est votre regard sur cette campagne du Conseil de l'Europe, justement? Vous vous rappelez avec ces femmes oui, tout à fait. voilées cette campagne du Conseil de l'Europe, alors ils ne l'ont pas retirée. Hein. Non, ouais. Ils ont simplement dit qu'il y avait eu un workshop qui avait travaillé sur les visuels et que ces visuels, ils leur avaient un peu échappé. Alors, sans faire exprès. Voilà, donc ils allaient les revoir, mais la campagne n'est pas retirée. Donc, avec les Vigilantes notamment, nous avons fait une pétition qui a recueilli rapidement, je crois en même pas 2 jours, 25 000 signatures. C'est beaucoup. Donc, pour appuyer l'action du gouvernement français notamment, qui est monté au créneau. Oui. Bon. Donc, cette campagne voudrait faire croire que, en fait, le fait de mettre un voile donne une liberté. Non. Qu'il y ait des femmes qui choisissent de se voiler, d'accord. Moi, je ne vais pas aller interpeller ces femmes et je ne vais pas leur enlever leur voile. Ce n'est pas une manière de faire. Et après tout, voilà, elles sont libres de le faire. Aujourd'hui, la laïcité le permet dans l'espace public. Voilà. En revanche, ce qui est clair, c'est que le voile, déjà, on peut interroger la notion de liberté. Oui. C'est un peu comme celle du consentement. Oui. C'est-à-dire, de quoi est-on libre réellement quand dans sa culture, son environnement familial, etc., on attend de soi qu'on le porte. Oui. Oui. C'est aussi un conditionnement social et culturel. Oui, c'est aussi pour faire partie du groupe. Bon, parce qu'on sait très bien que les femmes musulmanes ne se voilent pas. Enfin, pas toutes. C'est même plutôt celles qui vont être un peu dans une mouvance un peu plus radicale, fondamentaliste, qui vont porter le voile. Donc la liberté de porter le voile, déjà la notion de liberté en soi peut être questionnée. Bien sûr, déjà en philosophie, on peut mettre 4 heures pour essayer au bac. Vous avez 4 heures. La philosophie, la liberté, qu'est-ce que c'est? Voilà, exactement. Donc déjà, ça se questionne. Ouais. Et ensuite, quand on sait que c'est quand même une injonction religieuse, et que les religions ont quand même été un petit peu les béquilles du patriarcat. Hein, les religions ont quand même toujours un peu servi à dire aux femmes, voilà quel est votre rôle, voilà quelle est votre place, vous y restez, c'est bien, c'est mieux pour tout le monde, hein, c'est clair. Donc, croire qu'une injonction religieuse patriarcale peut être une liberté, là aussi, bon, après, voilà, il faut un cheminement pour arriver à contrer tout ce dont on est imprégné depuis sa jeunesse, en fait. Donc, je comprends que ça puisse être compliqué. Après, le Conseil de l'Europe, lui, il a les moyens et d'autres moyens d'avoir fait ce cheminement. Donc, je pense que c'est très, très grave de la part du Conseil de l'Europe que de porter une telle campagne et de faire croire qu'il n'a pas maîtrisé les visuels. Oui. Là, je pense que c'est vraiment n'importe quoi. Oui, c'est une fausse naïveté. Absolument. Voilà, on a bien compris. Et il faut rester très vigilant et bien voir ce que va devenir la campagne. Et la pétition est restée ouverte. D'accord. Parce que si jamais les visuels ne sont pas vraiment différents, il faudra réintervenir. Et le gouvernement français a été à la hauteur sur cette question. Oui, il est monté au créneau. Au créneau tout de suite. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a eu une grosse mobilisation européenne. Néanmoins, faut le saluer sur cette action. Tout à fait. Donc nous sommes aujourd'hui le 24, demain le 25 novembre, c'est la journée internationale des luttes contre les violences faites aux femmes. Et page 50, vous en parliez tout à l'heure, des manifestations avec des slogans parfois un petit peu étranges. Alors il y a ici, je le montre, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais on fera en sorte que vous puissiez le voir de façon très claire. Il y a marqué « Les féministes détestent la police ». La police, voilà, la police en effet. Oui. Il y en a qui sont très drôles. On se lève et on boit vos prostates. Oui. Les hommes morts ne violent plus les femmes. Voilà. Donc il y a un florilège comme ça. Oui. C'est incroyable. Moi, vraiment, les bras m'en sont tombés. Les yeux aussi, d'ailleurs. Et toutes ces photos, je les ai prises. Mais oui, on voit bien que c'est des photos. C'est pas quelque chose qui a été créé sur Internet, enfin voilà, en montage. Donc ça existe vraiment, c'est réel. Et donc c'est vrai que ces phrases-là rappellent un peu la violence de certains slogans et puis surtout la façon dont ça a été alpagué et abîmé. Il y a aussi une marche de la fierté à laquelle vous avez participé en 2021 qui a été abîmée par justement ces excès. Donc je voulais que vous en disiez un petit peu plus là-dessus parce que voilà, demain c'est une marche, c'est une journée importante
il faut quand même garder l'essentiel de ces journées-là. Oui, absolument. Je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces slogans. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui, en fait, aujourd'hui, mais c'est global à la société, hein, tout entière, hein, je pense, on est sur l'émotion. On est sur le registre de l'émotion. Donc, c'est brut de décoffrage, c'est-à-dire, et puis alors on en arrive à des extrêmes comme, on va broyer les prostates des mecs, broyer des prostates. Voilà, enfin on va les émasculer quasiment. Hein, oui, c'est exactement ça. Donc, éradiquons les hommes. Oui, c'est exactement ça. Donc, moi je pense que autant ça peut m'amuser parfois, et quand je vois des très jeunes filles qui ont vécu il faut le dire aussi, hein, des violences et qui n'ont encore pas peut-être fait un chemin, et voilà, elles sont dans l'émotion. Le problème, c'est qu'on ne peut pas rester dans cette émotion-là. Et il va falloir travailler sur tout ça. Et il va falloir faire en sorte que dans les manifestations, il y ait des slogans politiques, il y ait des objectifs, il y ait plus de solidarité aussi, qu'il y ait la solidarité internationale, qu'on ne voit plus beaucoup dans les manifestations non plus, vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis des femmes en Afghanistan, oui, etc. Ne pas être ethnocentré et essayer de porter la parole ailleurs. Mais par exemple, le 25 novembre, c'est une manifestation internationale de solidarité contre les violences faites aux femmes. Le 8 mars, c'est pareil, ce sont des journées internationales qu'on oublie beaucoup aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il faut qu'on revienne un petit peu à un peu de raison. Dans le mouvement LGBT, c'est encore pire. Aujourd'hui, dans les manifestations, on entend les gays, les trans, enfin les PD, les trans et les prostituées, mais on n'entend même plus les lesbiennes. Donc en fait, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus pourquoi, à force de rajouter des lettres à l'infini aux sigles LGBT, les mouvements LGBT, les groupes LGBT ne luttent plus, ou plus vraiment, ou pas bien, ou pas assez, contre les discriminations et les violences à l'encontre des personnes homosexuelles. Ils n'ont même pas essayé de mener une campagne pour que la libre orientation sexuelle soit une liberté fondamentale, qu'ils en sont à demander je ne sais trop quoi. Et aujourd'hui, il n'y a plus guère que des revendications trans qui sont portées en avant, ce qui en soi ne serait pas un problème si les transactivistes n'étaient pas aussi violents et dangereux pour les droits des femmes. À nier la biologie complètement, on les voit attaquer physiquement des femmes. Bon, tout le monde connaît l'histoire de J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, qui a été complètement attaqué. Même son éditeur se demandait s'il ne devait pas retirer les livres. De céder à la peur. Ces livres ont été retirés de plusieurs librairies. Ça va très très loin. Ça, c'est en plein dans la cancel culture, dont on parle beaucoup, mais c'est pas un mythe. Et les transactivistes sont d'une violence inouïe vis-à-vis des féministes, en particulier des féministes radicales, mais pas seulement. Moi, je me rappelle avoir été invitée en 2013, je crois, ou 14 à Marseille dans le cadre de l'Europride, c'est-à-dire la Pride européenne, par des lesbiennes féministes qui voulaient que je fasse un bilan en tant que féministe de toutes ces années de militantisme LGBT. Eh bien, pour que je puisse prendre la parole et tenir ce bilan, il a fallu que les militantes prennent des lances à eau quand même, un jet d'eau, pour repousser sous les caméras de FR3, donc c'était quand même épique. Un groupe il s'appelle Transpédéguine, ils s'appellent comme ça eux-mêmes, ils sont très radicaux, mais pour m'empêcher de prendre la parole, parce que tous les moyens sont bons. J'étais identifiée comme porte-parole LGBT, mais n'ayant pas le droit de l'être, en gros, malgré toute l'action réalisée par ailleurs. Votre parcours parle pour vous, mais on vous retire le droit. Parce que je questionnais justement ces rapprochements avec les mouvements indigénistes, je questionnais la GPA en pensant que c'était aussi quelque part une question qui relève de l'appropriation du corps des femmes. Donc ça se questionne, quoi. C'est pas quelque chose d'évident comme ça. Je questionnais leur engagement violent
contre les féministes et contre la loi d'abolition de la prostitution oui. qui n'était pas une loi de prohibition, hein, mais d'abolition, c'était pas pareil. Il s'agissait notamment de ne plus pénaliser les prostituées, de ne plus les poursuivre, etc. Mais d'essayer d'interpeller les clients pour qu'ils comprennent quelque part que, bon, acheter une relation sexuelle, voilà, quoi, bon. Et donc, acheter un viol, on peut même dire, enfin, on peut le dire, parce que c'est ça en fait, on paye un viol quand on prend... Bon. On peut en discuter en tout cas, mais eux refusaient d'en discuter. En fait, c'est ce que vous proposez, vous proposez, vous le dites bien dans le livre, vous le dites là, vous questionnez, et dans le livre, vous parlez bien de conversation, de débat, de dialogue. Vous n'imposez pas des vues, vous dites simplement, discutons, débattons, GPA, soyons d'accord, pas d'accord, prostitution, etc. Donc, on a le sentiment que la démocratie, l'écoute de l'avis de l'autre n'existe plus du tout. C'est vrai. C'est vrai globalement dans la société. Ça devient très difficile d'avoir des dialogues, on va dire, posés, intelligents, avec des arguments. C'est la violence, aujourd'hui, qui a pris le dessus. Et c'était vrai dans le mouvement LGBT aussi. C'est moins vrai dans le mouvement féministe quand même, encore que ça dépend entre qui et qui. Mais dans le mouvement LGBT, moi, je me souviens quand même d'une très grande violence, notamment pendant toute la période de l'adoption de la loi d'abolition de la prostitution, où quand on défilait pour demander l'abolition, on avait face à nous des groupes comme le Stras, ACT UP, etc., des réactions d'une violence insensée. Ils nous jetaient du faux sang. Bon, c'est ce que fait ACT UP, hein. Voilà, c'est l'agite-propre d'ACT UP typique. Quand ils intervenaient contre des ministères, etc., ils jetaient du faux sang, mais contre des féministes. Oui. C'est un peu... C'est très violent. Bah, vraiment, pour le coup. Ils nous jetaient... Symboliquement, c'est un peu dur. C'est énorme. Voilà. Comme si, en fait, ils sous-entendaient qu'on voulait tuer les personnes prostituées, qu'on était responsable de leur mort. Que s'il y avait l'abolition, les personnes prostituées allaient devoir se cacher, aller dans les bois et tout. En réalité, le seul danger pour une prostituée, c'est le client. Et le MAC, et le proxénète. Oui, on déplace le danger. Complètement le danger. Oui. C'était hallucinant. Et pourquoi ne pas avoir de dialogue? Pourquoi ne pas pouvoir en discuter calmement? Pourquoi ne pas essayer d'apporter des arguments? Et on a essayé de le faire. Et on l'a fait. Et des débats, il y en a eu. Sauf que systématiquement, ils intervenaient dans les débats avec une violence pour couper les micros, pour agresser, en fait. C'était impossible d'avoir... quelque chose, un dialogue intelligent. Et constructif. Non, c'est impossible. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais c'est de pire en pire, en fait. Oui, c'est de pire en pire. Vous le dites très bien, c'est le cas dans tous les pans et les blocs de la société. Dans tous les aspects de la vie sociale et politique aujourd'hui. Il y a une immense violence. On l'a vu avec les Gilets jaunes, etc. On l'a vu, on le voit. Ça devient très difficile. La police est agressée elle-même. Enfin, c'est délirant. Mais moi, j'ai vu monter ça justement dans le militantisme. Parce que le mouvement LGBT et le mouvement féministe ont quand même été deux grands mouvements sociaux du siècle dernier et de ce siècle. Surtout du siècle dernier. Ils sont un peu en perte quand même. Enfin, le mouvement féministe, non. Là-dessus, on peut dissocier. Et moi, je l'ai vu monter parce que j'ai commencé à militer il y a quand même pas mal de temps. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu cette violence s'installer. Et là, elle est très, très ancrée. Voilà. Donc, au point quand même que la dernière année de présidence au centre, eh bien, il y avait de telles menaces d'agression, de mort à mon encontre, qu'on m'a quand même mis sous protection. Et qu'à chaque fois que je me déplaçais, que j'allais quelque part, que je faisais une conférence ou que j'allais à une manifestation, ou n'importe quoi, j'avais l'officier, enfin le lieutenant des renseignements généraux, à l'époque ça s'appelait déjà plus comme ça, mais je ne sais plus comment on les appelle, qui m'accompagnait, qui était là, quoi, donc qui surveillait. Ça c'est assez incroyable parce que là, par exemple, page 74, vous dites, pour gérer ce type de structure, il faut à la fois avoir une santé et des nerfs d'acier, mais aussi des convictions bien ancrées. Il faut aussi toujours se rappeler quels sont les objectifs que l'on vise et surtout ne pas s'attacher aux innombrables et infernales querelles et dissensions, le plus souvent irrationnelles. Voilà, donc cette phrase est importante parce que vous n'avez en fait jamais lâché l'affaire, alors que vous évoluez, vous avez le sentiment de voir un mouvement reculer et vous êtes là quand même. Quelle qualité il faut pour tenir bon face à... Voilà, en plus vous avez remonté, c'est à la période en 2005 où vous êtes nommée présidente de la CGL, et vous la remontez en plus cette association financièrement. Vous travaillez à ce que cette association puisse avoir les moyens, des locaux décents pour pouvoir agir, accueillir des personnes qui ont besoin de vous. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut dans les tripes pour ne pas lâcher, alors que quand même, vous êtes flanqué de 2 policiers. Moi, c'est-à-dire que
Je peux difficilement répondre à cette question-là, oui. Mais... Parce que vous êtes modeste. Bah, je sais pas. En tout cas, je sais une chose, c'est que moi, quand j'ai un objectif en tête, et pour moi, c'était qu'on obtienne des droits et des libertés, ce qu'il y avait autour, évidemment, me touchait. En plus, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez affectif malgré tout et tout, mais j'arrivais justement à mettre une protection, je ne sais pas quoi, enfin... Une distance. Une distance, voilà, pour protéger pour atteindre l'objectif, bien sûr. Pour avancer, en fait. Oui. Et donc, j'essayais de ne pas tenir compte de tous ces délires, parce que c'était vraiment délirant par moments. Mais ça doit être comme ça un peu dans toutes les associations. Mais dans les associations féministes et LGBT, je trouve qu'il y a quand même toute une dimension affective, un peu émotionnelle et autre, qui peut prendre des proportions... bon. Ça peut avoir de bons côtés, mais c'est aussi des fois un peu lourd. Mais bon, bah, je sais pas. J'avais aussi honnêtement des compétences. Je suis juriste, oui, voilà, donc j'avais aussi des compétences, voilà, de formation qui faisaient que pour moi, j'étais très je suis quelqu'un de pragmatique. Oui. J'avais aussi une rigueur, c'est-à-dire que pour moi. La gestion de l'argent en particulier, il a fallu recouvrer et même gagner des subventions, aller dans les ministères, aller à la banque, c'était une catastrophe. Hein. En plus, ils avaient eu une condamnation au CGL, 45 000 € à l'époque. Oui, je crois, on passait pile à l'euro. C'était énorme. Ouais. Enfin bon, la banque ne suivait plus du tout, donc il a fallu organiser tout un tas d'actions de fundraising, etc. C'était énorme. Après, les locaux s'écroulaient, il a fallu aller rue Beaubourg, donc il a fallu faire reprendre des locaux là-bas, justifier de notre solidité financière. Oui. Et il y avait quand même 60-70 associations domiciliées au centre, c'était énorme. C'était énorme, et vous dites aussi très bien au début du livre, vous expliquez la différence entre les mouvements et les associations homosexuelles et celles qui sont gérées par les femmes, les lesbiennes, parce que vous dites que les femmes s'auto-limitent, parfois sont attirées par des carrières politiques, parfois reprennent leurs études et ne regardent pas très bien la finance, la façon dont on gère une association, alors que les hommes sont plus pragmatiques. Vous définissez ça au début du livre et vous indiquez que peut-être par ce biais, c'est ce qui a un peu abîmé les associations féministes. Oui, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce que je voulais dire, c'était que les femmes en général et les associations féministes, pendant très longtemps, n'ont pas voulu gérer de l'argent et être financées par les institutions parce que c'était un mouvement qui n'avait pas vraiment de structure, de structuration, de leader. C'était très improvisé, c'était très spontané, c'était très, voilà. Bien sûr, il y a eu des groupes qui se sont créés, il y avait une maison des femmes avec un collectif de gestion, donc il y avait un minimum d'organisation. Mais c'était très différent, alors que dans le militantisme gay, en particulier, il y avait beaucoup de... Alors là, aucun scrupule pour gérer de l'argent, pour s'en procurer, pour aller le chercher là où il est. Beaucoup de réseaux de pouvoir aussi, voilà, de soutien, et donc un rapport différent à l'argent, mais qui est lié aussi à ce qui se passe dans la société. Bien les femmes ont... Oui, c'est pour ça que je parlais d'auto-limitation. Mais géraient beaucoup moins facilement et avaient moins de moyens financiers à l'époque. Donc je pense que, par exemple, le niveau des cotisations dans les associations féministes et dans les associations... et certains réseaux et certaines associations LGBT n'étaient pas les mêmes. Les grosses structures comme AIDE, toutes les grosses structures SIDA, parce que le mouvement LGBT a aussi en partie été irrigué par les financements SIDA, même si ce n'était pas direct, même si c'était pas... mais les grosses structures comme AIDE, par exemple, qui avaient des locaux, des salariés, des subventions, ils se sont professionnalisés. Oui. Très tôt, alors que le mouvement des femmes, non. Oui. Et puis c'est venu après. Alors aujourd'hui, on voit, et puis depuis un petit moment déjà, ça se structure. Il y a des cabinets, comme celui de Caroline de Haas a créé son cabinet, on voit bien derrière, il y a plus de ressources, il y a plus de financement, il y a la Fondation des femmes. Donc, mais c'est récent tout ça, ça fait quoi, 3-4 ans. Mais vous le dites très bien, ça correspond à la société. L'auto-limitation, elle touche toutes les femmes tout partout. À fait, absolument. C'est pour ça que les droits doivent être universels, comme vous le dites très bien. Oui. Ça touche tout le monde, tout le temps, et toutes les femmes, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Donc, à la fin du livre, vous faites des propositions. Il ne s'agit pas simplement de dire ce qui ne va pas ou de raconter simplement la façon dont vous avez vu les choses. Vous apportez force de proposition. Il y a une importance autour de la laïcité. Il faut absolument défendre la laïcité. Alors là-dessus, vous proposez, je vous écoute là-dessus, parce que c'est vrai que c'est important, la laïcité, on sait à peine aujourd'hui ce que ça veut dire, par exemple, à l'école. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. C'est un mot
qui n'a pas été très utilisé dans l'éducation scolaire depuis des années. Quelque part, on l'a aujourd'hui, on le prend en pleine face, ce mot très important, mais il n'est pas forcément appréhendé. On s'en est rendu compte à l'occasion, hélas, de l'assassinat de Samuel Paty. Exactement. Il y a eu un bilan un peu qui a été fait depuis, et on sait que Jean-Michel Blanquer a quand même essayé de redescendre et de faire en sorte qu'il y ait un petit peu de pédagogie sur la laïcité qui redescende au niveau de l'éducation nationale. Hélas, oui, ce sont des valeurs et des concepts qui ont été un peu laissés de côté et qu'aujourd'hui, il va falloir mettre le paquet, on va dire, pour rattraper tout le temps perdu. Et c'est pas un petit boulot. C'est pas un petit boulot, ça va être un chantier titanesque. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et malheureusement, je pense qu'il y a des territoires et des zones où ça va être très, 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 très difficile à faire, mais c'est un chantier prioritaire. J'espère en tout cas que l'éducation nationale l'a bien compris. Donc, dans les pistes de réflexion abordées dans le dernier chapitre du livre, je dis que tout n'est peut-être pas perdu. Il faut être positif. Voilà. Si, d'une part, au sein de chacun des mouvements, il y a un travail de... on se pose, on fait un bilan, on voit ce qui a été fait, on voit ce qu'il faudrait faire, et on voit ce qui nous parasite, ce qui nous paralyse, les risques qu'on prend à aller dans certaines directions, faire certaines alliances, et surtout, ne pas faire de bilan. Et dans les deux mouvements. Et peut-être que quand les deux mouvements auront fait ce travail, ils pourront aussi se retrouver. Parce que ce que j'explique aussi dans ce livre, c'est qu'il y a eu un temps où le mouvement des femmes et, ce qui n'était pas encore un mouvement, mais on va dire les premières luttes de libération homosexuelle, étaient proches. Oui. Et où les féministes protégeaient les gays, qui étaient... largement attaqués. On se rappelle de manifestations du 1er mai, où quand il y avait un cortège gay qui voulait rentrer dans la manifestation, le service d'ordre de la CGT les virait méchamment. Et les féministes les incluaient. Et on a été longtemps proches alliés. Ensuite, petit à petit, il y a eu des problèmes. Bon, c'est clair que la lune de miel n'a pas duré très très longtemps. Mais bon, on était quand même des alliés naturels, on va dire. Il y avait quelque chose dans l'homophobie et la lesbophobie, il y a quelque chose qui relève forcément de la domination masculine. Et il y a des liens. Et les homosexuels ont tout intérêt à avoir des féministes comme alliés. Des alliés. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, avec dans son coin, on ne va pas très loin. Voilà, avec les engagements qui ont été pris, les orientations prises par le mouvement LGBT depuis pas mal d'années, il y a des dissensions, il y a des ruptures. Le livre s'appelle Rupture. Voilà, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc il serait temps, parce que je pense que tant que la libre orientation sexuelle ne sera pas une liberté fondamentale, moi ce que je regrette, c'est qu'on s'est attaché, et ça c'est lié à l'histoire, ça c'est lié au sida. Il a fallu protéger d'abord les couples, notamment lors des décès du partenaire, quand la famille voulait exclure le compagnon survivant. Donc on a commencé par s'attacher au statut du couple. Le Pax, le Pix, le Cux, tout ce qu'il y a eu pour arriver au Pax, etc., puis au mariage. Très bien. Mais il aurait peut-être fallu commencer par la personne. L'individu. Parce qu'on n'est pas forcément toujours en couple. Et puis qu'on commence d'abord par protéger des personnes avant de protéger des couples ou des familles. Donc, arriver à donner des droits aux couples et aux familles sans avoir fait de la libre orientation sexuelle une liberté fondamentale, pour moi... C'est commencer à l'envers. C'est un peu un problème. Pour moi, c'est un problème. Donc, je voudrais déjà que, quelque part, on se remobilise là-dessus. C'est quelque chose qu'on peut faire tous ensemble. Il y a des combats, comme par exemple l'avortement et la contraception, qui concernent tout le monde. Et sur lequel le mouvement LGBT a toujours été correct. Et toujours solidaire des féministes. Mais je pense que ça doit être aussi le cas pour cette lutte-là. Je pense qu'il reste plein de choses à faire sur les questions de santé.
sur les questions d'éducation, au niveau de l'éducation nationale et pas seulement. Et que ça, on doit continuer de le faire ensemble. Bien sûr. Dans les médias aussi d'ailleurs. On voit que le lexique est très important. On parlait tout à l'heure du sigle LGBT qui prend des lettres. Bientôt, les 26 lettres de l'alphabet vont y être collées. Donc on est perdu dans nos identités. On ne sait plus. Alors on sait que c'est complexe et que c'est multiple une identité. Mais là, on a plutôt l'impression d'un slogan marketing. Donc peut-être aussi, pour que les enfants puissent appréhender ce lexique, avoir une éducation comme ça, et les journalistes doivent être éduqués, et les professeurs et les enfants à l'école. Oui, ça, pourtant, on a essayé de le faire depuis très longtemps, parce que je me rappelle quand on était à SOS Homophobie, on avait commencé à faire, on avait fait des modules de formation pour la police, pour l'éducation nationale, pour les syndicats, un petit peu pour tout le monde. Et puis après, ça a été un peu acquis quand il y a eu les droits du couple et puis le mariage pour tous. Bon. Allez, donc voilà, c'est terminé, on arrête là. Voilà. Et en fait, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Oui, comme toujours en fait. C'est ce que vous proposez avec ce livre justement, c'est de revenir à la conversation, à l'échange et au dialogue. Et en effet, c'est un objet qui va, espérons-le, fédérer. Voilà, oui. Espérons-le. Et il y a une sociologue, on va terminer sur elle, parce que j'ai bien vu en vous lisant que c'est quelqu'un qui comptait, donc qui s'appelle Myriam Eliluka. Je voulais que vous nous en disiez quelques mots pour terminer cette conversation. Oui, moi c'est une sociologue que j'ai beaucoup lue et qui est donc algérienne et qui m'a énormément apporté parce que c'est quelqu'un qui justement est universaliste et qui parle des femmes de la Méditerranée, qui a créé des réseaux de femmes vivant sous loi musulmane notamment, donc autour de la Méditerranée, et qui prouve par ses écrits et par son action que le féminisme est universaliste. Puisqu'en réalité, ses préoccupations et ce qu'elle défend, c'est exactement ce que les féministes universalistes ici défendent. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors évidemment, elle va porter une attention à des problématiques spécifiques, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une vision et une politique universaliste du féminisme. Donc moi, je conseille beaucoup, j'ai aussi essayé de citer quelques féministes voilà, universalistes. Il y a Caroline Forest, mais il y en a, oui, il y en a pas que, qu'on aime beaucoup, mais oui, Liliane Candel, notamment, qui est une sociologue historique et qui, elle, est restée fidèle à l'universalisme, parce que quelque part, j'ai aussi noté que les féministes qui étaient très engagées, historiques, là je reviens aux plus anciennes, aux historiques, quand elles ont vu comment les choses évoluaient vers le relativisme culturel, etc., elles n'ont pas forcément pris position pour dire attention, danger. Elles avaient aussi une carrière ou des préoccupations personnelles. Elles ont, à l'époque où il ne fallait pas trop parler, où il ne fallait plus parler de féminisme universaliste pour ne pas être stigmatisées, fait des choix qui n'étaient pas, à mon sens, forcément très courageux. Voilà. Et il y en a d'autres, à l'inverse, qui ont tenu bon et qui ont été placardisées ou plus ou moins, parce que parmi elles, il y a des scientifiques, des sociologues, il y a Annie Suger, il y en a d'autres, qui sont des femmes qui ont une colonne vertébrale, qui ont tenu et qui avaient des portes d'entrée par ailleurs et qui ont réussi à continuer à s'exprimer. Mais il y en a quand même beaucoup à qui j'ai envie des fois de dire, vous qui aviez des moyens, des réseaux, vous qui étiez écoutés, mais qu'est-ce que vous avez fait quoi? La transmission ne s'est pas faite, mais pourquoi? Enfin, voilà, et c'est un peu dommage, quoi. Bah oui, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Il y a une vraie note d'espoir à la fin du livre. Vous faites un constat, c'est ça qui est bien. Vous convoquez l'histoire à travers la vôtre. Donc on part du personnel un témoignage, à l'universel. Bien sûr, c'est un témoignage. On part du personnel à l'universel, donc rien qu'en ça, c'est réussi. Et donc ça permet de mieux comprendre les mouvements, la façon dont ils évoluent, la radicalité de l'instant. Et on espère que les propositions vont être entendues autour de l'éducation, de la pensée autour de la laïcité. Et moi, en tout cas, et Franc-Tireur, on est très content de vous avoir reçu aujourd'hui, Christine Le Doharé. Et donc, je rappelle le livre qui vient de paraître aux éditions Double Ponctuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu. À bientôt. Merci, à bientôt.